Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Afrique Today, la télévision panafricaine, la télé qui couvre les activités des Africains vivant aux États-Unis et aussi des Africains de toute la diaspora. L'émission, c'est Prime Actu. C'est désormais l'émission à laquelle vous devrez vous habituer, qui sera diffusée en direct toutes les semaines sur Afrique Today. Et aujourd'hui, notre premier invité, il est directeur chargé de crédit auprès des petites et moyennes entreprises, auprès d'une entreprise qui porte le nom de Life Asset. Il est dans le monde de la finance, il est dans le monde de l'économie. C'est notre invité de ce jour. Il s'appelle John Kaivayu. J'espère que je prononce le nom comme ça se doit. L'invité, il est là. Bonsoir, John. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de vous recevoir sur Afrique Today dans le cadre de cette émission Prime Actu que les internautes ont longtemps réclamé et qui désormais fera partir de l'univers télévisuel de la diaspora africaine présente en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. Et avant que l'on ne rentre directement dans le vif du sujet, j'aimerais un peu que vous puissiez vous présenter au public qui nous regarde aujourd'hui. Qui est John Kaivayu? Alors, je m'appelle John Kaviavu et je suis originaire de la République démocratique du Congo et je vis aux États-Unis, plus précisément dans la région métropolitaine de Washington, D.C. depuis plus de 12 ans maintenant. Et actuellement, je travaille comme directeur chargé de crédit aux petites et moyennes entreprises au sein d'une institution financière à Washington, D.C. Et voilà, c'est cela donc. Et vous, en tant qu'Africain originaire de la République démocratique du Congo, donc vous arrivez aux États-Unis, comment est-ce que ça se passe l'intégration? Est-ce que c'est assez soft? Est-ce que c'est mi-figue, mi-raisin? Ou bien c'est de la mer à boire, comme on dit? Est-ce que c'est quelque chose d'assez difficile? Comment se passe votre intégration? Alors, je crois que l'intégration dépend de la communauté qui vous accueille. Donc, si Oui. vous êtes accueilli par une communauté qui est suffisamment informée et qui est disposée à aider ceux qui sont arrivés nouvellement, généralement l'intégration est soft. Et cela est différent selon qu'on est anglophone ou qu'on est francophone. Donc, pour nous qui sommes francophones, c'est un peu plus difficile que les anglophones parce que, bon, eux, ils viennent déjà avec la langue. Donc, leur intégration est beaucoup plus facile que l'intégration de francophones. Mais quand on est bien accueilli et qu'on a accès à de bonnes informations, généralement, ça se passe plutôt bien. Cette question, je voulais poser parce que effectivement, les personnes ressortissantes d'Afrique, les Africains généralement, quand ils arrivent dans ce pays, il y a un mot qui rentre dans les esprits, qui sort un peu du quotidien que l'on a eu quand on était sur le continent mère, c'est le mot crédit. Aujourd'hui, pour Ouais. tous les téléspectateurs qui vous regardent, c'est quoi le crédit? C'est quoi la définition que vous pourrez donner au terme crédit? Alors, merci pour la question. Un peu comme dans une salle de classe où l'enseignant attribue des notes aux élèves après les examens. Ici, aux États-Unis, le crédit, c'est une note attribuée à chaque personne qui a un numéro de sécurité sociale. Et la note attribuée est attribuée selon votre comportement financier. Donc, une faible note correspond à un mauvais comportement financier et une note élevée, c'est un bon comportement en fait. Alors, chaque fois que vous contractez une dette, il faut vous rassurer que le dette est remboursé, n'est-ce pas, selon les calendriers que vous vous êtes fixés, selon les contrats. Donc, toutes les activités financières que vous entreprenez avec les institutions financières ici aux États-Unis sont répertoriées de manière à évaluer votre comportement pour chaque contrat que vous avez signé. Et lorsque vous avez un bon comportement, c'est-à-dire vous payez à temps et vous respectez les échéances, cela va être reflété dans votre crédit. Donc, vous aurez un crédit soit élevé, soit bas, selon le comportement financier que vous affichez avec les institutions financières.
Vous avez mentionné quelque chose de super important quand vous parliez de score élevé de crédit ou score bas de crédit. Et cela va directement dans l'un des volets de notre émission, de certaines questions qu'on avait à vous poser. Parce que tous les jours, on entend, c'est un terme assez étranger pour nous, hein, nous qui venons de l'Afrique, on n'est pas trop habitué au monde du crédit. On entend tout le temps parler du FICO score. Le FICO score, c'est quoi le FICO score et c'est quoi l'importance pour un immigré basé aux États-Unis de devoir travailler sur son FICO score? Voilà, alors je vais commencer du credit score. Alors, le credit score, comme je le dis, c'est une note ou un score compris entre 300 et 850 et qui établit votre crédit ou fiabilité financière, ou encore qui établit votre profil financier. Et ce profil financier permet de savoir si vous êtes un élève sérieux, c'est-à-dire celui qui règle ses factures et rembourse ses dettes bien et à temps. Ou par contre, si vous êtes un mauvais payeur. Alors, c'est credit score ou en fait, ce credit score est essentiellement calculé sur base de trois éléments. Le premier élément, c'est la constance ou la régularité dans le remboursement de vos dettes. Et cette constance ou régularité pèse 35% d'évaluation de votre score. Le deuxième point, c'est le pourcentage de votre capacité ou ligne de crédit utilisée. C'est-à-dire, si vous avez une ligne de crédit, par exemple, de 1000 dollars, et que vous utilisez la totalité de cette ligne de crédit, pour les institutions bancaires, cela est considéré comme un risque. C'est-à-dire il faut utiliser peut-être 30% ou 40%, et là, les institutions bancaires sont plus ou moins à l'aise et vous donnent une bonne cote. Et cet aspect des choses, c'est-à-dire l'utilisation de votre ligne de crédit, pèse 30% dans les calculs de votre score. Il y a un troisième aspect, c'est l'ancienneté ou la longueur de l'histoire de votre crédit. Et cet aspect pèse 15%. C'est-à-dire, le plus longtemps vous gardez votre carte de crédit, le mieux vous serez coté. Alors, il est très important de ne pas confondre les credit scores à ce qu'on appelle le credit report ou rapport de crédit. Alors, le rapport de crédit, c'est en fait l'historique de toutes vos activités financières passées et actuelles. Et bien évidemment, les comportements affichés pour chacune de ces activités et qui justifient justement les scores qui vous a été attribués. Et il y a principalement trois agences qu'on peut considérer donc comme des enseignants qui attribuent, n'est-ce pas, les scores. Il y a premièrement Experian, il y a Equifax et TransUnion. Donc, c'est cela les trois agences principales qui sont chargées, n'est-ce pas, d'attribuer les scores aux Américains et aux résidents aux États-Unis selon les comportements financiers de chacun. Et comme je le dis, donc les scores vont de 300, donc 300 c'est les plus faibles, et jusqu'à 850. Donc les 850, c'est les scores excellents. Alors, vous avez posé la question sur le FICO score. Alors, FICO, c'est une société d'analyse des données basée à Californie et spécialisée dans les services d'évaluation de crédit. Alors, ce modèle d'évaluation est différent de celui utilisé par les autres agences de crédit que je venais de citer. Et je répète encore, Experian, TransUnion et Equifax. Alors, le FICO score, il est le plus utilisé par les institutions financières ici aux États-Unis. Et de ce fait, on peut le considérer comme le plus fiable
si vous voulez. Donc, c'est un score qui est le FICO, c'est un score attribué par cette société qu'on appelle FICO, et c'est le score qui est le plus utilisé par les entreprises ou, si vous voulez, les institutions financières ici aux États-Unis. Désolé, je ne sais pas vous suivre, Monsieur Jean-Jacques, si vous pouvez, je ne sais pas Ah, si vous pouvez d'accord. unmute. Ouais. Ok, là, je suis de retour. Donc, vous avez parlé de FICO Score. Cela rentre de plein pied dans l'une des questions chaudes que les internautes et tous les téléspectateurs ils ont passé le temps à nous envoyer au niveau de la régie en demandant posez-lui cette question parce qu'on aimerait avoir ample information autour de ça. Mais juste avant que l'on ne rentre dans cette question, on va se retourner du côté de la régie. Alain Pierre qui est de l'autre côté, qui va nous balancer une petite page de pub et on vous revient juste après ça. Merci. Résident du comté de Montgomery d'expression française, avez-vous des difficultés à accéder à la bonne information pour faciliter votre intégration? Ne cherchez pas plus loin. L'Alliance des francophones africains vous propose une émission qui vous rapproche des ressources existantes dans le comté. Santé, immigration, éducation, entrepreneuriat, arts et culture et autres. Découvrez à travers nos invités, experts dans leur domaine, les informations susceptibles de faciliter votre socialisation. Avec Prime Actu DMV, c'est l'information communautaire, importante, utile et pertinente à portée de main. Prime Actu DMV sur Afrique Today TV. Afrique Today, the best of digital TV. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. Fogham, where you can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Le Covid-19 a fait perdre beaucoup de revenus aux entreprises. Aujourd'hui, les choses commencent à changer, mais les entreprises ont besoin de relancer leur business. Si vous êtes une entreprise africaine légalement installée dans l'État du Maryland aux États-Unis, si vous avez été affecté par les effets du Covid-19, le moment est venu de parler de votre business. Afrique Today, la Web TV, vous propose gratuitement un semi-reportage sur votre business. Notre équipe d'experts viendra sur place faire un semi-reportage sur votre business. N'attendez plus et contactez-nous dès aujourd'hui au +1 571 612 04 96 et soyez le premier à recevoir un reportage gratuit qui aidera à booster votre business. Afrique Today, the best of digital TV. De retour sur ce plateau, vous êtes bien sûr Afrique Today, le meilleur de la télé digitale. Vous suivez Prime Actu TV et l'invité d'aujourd'hui, c'est John Kaivayu. Il est directeur chargé des crédits auprès des petites et moyennes entreprises. Il est ici ce soir pour nous parler de crédit. Alors, Monsieur Kaivayu, je reviens à l'une des questions que je m'apprêtais à vous poser juste avant que l'on passe à la page pub du côté de la régie. Les téléspectateurs, ils se posent tous une question. Alors, selon si on veut acheter une voiture, si on veut acheter une maison, si on veut louer un appartement, si on veut faire un prêt bancaire, c'est quoi la base sur laquelle les institutions financières ou les institutions bancaires généralement se reposent pour pouvoir nous traiter la demande de crédit? Tout à l'heure, vous avez parlé du FICO Score, qui est un élément super important, qui est une unité de mesure super importante que les entreprises utilisent. Mais en attendant plus d'explications concernant ce qu'est la base de mesure selon laquelle
ou si on va acheter une voiture ou louer un appartement ou acheter une maison. Une des questions que j'aimerais vous poser, c'est les gens, ils sont généralement très préoccupés par leur credit score et on a tous cette petite manie de rentrer tout le temps, aller interroger les credit scores. Donc, je vous pose la question, c'est quoi le danger à vérifier tout le temps ou à tout le temps demander des crédits qui poussent à ce que l'on vérifie votre credit score? Alors, il n'y a pas de danger à vérifier régulièrement votre credit score. Donc, tout dépend de votre niveau de confort. Si certaines personnes peuvent facilement vérifier, peut-être mensuellement, mais pour certaines raisons, d'autres peuvent choisir de vérifier chaque semaine ou pourquoi pas chaque jour. Alors, je crois que tout dépend de ce que vous projetez faire dans l'avenir et qui pourra éventuellement recourir à ce que l'on puisse, n'est-ce pas, chercher à savoir votre credit score. Et disons par exemple, si vous voulez acheter une maison dans un avenir proche, ou si vous voulez acheter une voiture en crédit dans un avenir proche, certainement, votre crédit va jouer un rôle dans la détermination de votre éligibilité. Et par conséquent, vous devez garder l'œil sur votre crédit pour savoir s'il est au point où vous voulez qu'il soit pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bénéficier de conditions favorables dans l'obtention de votre crédit. Mais si vous n'avez rien, si vous ne projetez rien dans un avenir proche, je crois que vous n'avez pas intérêt à vérifier votre crédit chaque jour ou chaque semaine. Je crois mensuellement, ça c'est bien. Et comme ça, vous avez l'occasion peut-être de vérifier chaque mois les différentes transactions qu'il y a sur votre crédit ou sur votre rapport de crédit. Et donc, s'il y a des erreurs, vous pouvez, n'est-ce pas, les identifier avant qu'il ne soit tard pour pouvoir, n'est-ce pas, alerter les agences de crédit et leur donner le temps d'y travailler pour corriger ce qu'il y a à corriger. C'est au fait ça. Ouais. Ok, donc je vais prendre un exemple assez banal. Moi, Jean Ngako, demain, je compte m'installer à Bowie, où vous vous retrouvez en ce moment. Et j'ai besoin d'un soutien de la part des institutions financières présentes aux États-Unis afin de pouvoir m'aider dans le processus d'achat de ma maison. Alors, c'est quoi le risque si, en vérifiant mon credit score, ils se rendent compte que j'ai un crédit score qui est bas? C'est quoi le crédit? C'est quoi le risque lié à ça? Ou bien quel est le désavantage que j'encours dans un scénario où j'ai un crédit score qui soit bas, qui soit pas élevé? Voilà. Alors, il faut comprendre que dans ce pays, donc ici aux États-Unis, le credit score, c'est, si vous voulez, l'unité de mesure de votre fiabilité financière. C'est-à-dire avec un faible credit score, avec un faible crédit, on ne sait pas vous faire confiance en matière d'argent. Donc, une institution financière, chaque institution financière a ses propres conditions, mais la plupart des institutions financières ne peuvent vous octroyer un prêt que si vous avez un crédit au-delà de 700. Ou certaines sont plus ou moins flexibles, peuvent aller jusqu'à 650. Mais alors, lorsque vous avez un credit score bas, ce credit score va jouer dans la détermination, même si vous êtes approuvé. Bon, d'abord, s'il est trop bas, pour certaines institutions financières, vous ne serez même pas qualifié, c'est-à-dire vous ne serez même pas éligible parce qu'il est trop bas. Mais alors, s'il est à un niveau plus ou moins acceptable, disons entre 650 et peut-être 700, là, ils peuvent vous accepter, mais moyennant un certain nombre de conditions. La première des choses, c'est que comme conséquence, vous serez obligé de payer un taux d'intérêt qui est élevé parce qu'on considère que vous êtes un client à haut risque. Et quand vous êtes un client à haut risque, on vous charge un intérêt élevé. Et du coup, dans certaines conditions, si par exemple, c'est dans le cadre, vous sollicitez par exemple une carte de crédit, on peut vous exiger par exemple d'avoir une caution ou une garantie
c'est-à-dire l'argent que vous bloquez dans un compte bancaire quelque part, et au cas où vous n'êtes pas à mesure de rembourser le prêt comme il se doit, ils peuvent, n'est-ce pas, aller récupérer l'argent qui est bloqué, la garantie ou la caution. Alors, vous comprenez que par rapport à tout cela, il est donc très important que lorsque vous vivez aux États-Unis, que vous puissiez vous travailler pour pouvoir bâtir un credit score qui va permettre à ce que le système, qui va permettre à ce que les institutions financières puissent avoir confiance en vous. Dans le cas contraire, c'est difficile et on a du mal à, à s'acheter, n'est-ce pas, de biens qui exigent à ce qu'on puisse recourir au crédit parce que tout ne s'achète pas avec le cash. Et aujourd'hui, on est dans un monde assez digitalisé. Par exemple, vous créez un compte au sein d'une banque, je ne vais pas donner les noms, mais vous pouvez être client de cette banque pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne connaissez pas de personnel qui travaille dans cette banque, tout se fait en ligne, l'application bancaire est sur votre téléphone. Donc aujourd'hui, dans ce monde tellement digitalisé, il y a un haut risque qui est le vol de l'identité. Et beaucoup de personnes en ont été victimes. Et aujourd'hui, si l'on est victime d'un vol d'identité et que après ce vol d'identité, il y a eu des opérations irrégulières, des opérations erronées ou très fausses sur le compte, et que demain, je me retrouve face à un souci ou à une nécessité de crédit et que l'institution bancaire me sort un rapport de crédit avec des opérations que je ne reconnais pas, c'est quoi la méthode que je devrais prendre? Est-ce que je me résigne en disant ok bon j'en ai été victime, voilà, cela m'est arrivé comme c'est arrivé à plusieurs autres, que ça arrivera forcément, on ne le souhaite pas, à beaucoup d'autres personnes, ou est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre à ces personnes qui ont été victimes de fraude ou de vol d'identité de pouvoir se blanchir ou de pouvoir réparer le préjudice qui leur a été posé? Tout à fait, tout à fait. En fait, le système est en place et il a tout prévu pratiquement. Ça arrive régulièrement que vous vous trouvez avec une transaction sur votre rapport de crédit et que vous ne reconnaissez pas. Et dans ces conditions, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de contacter l'agence de crédit qui a, n'est-ce pas, affiché cette transaction ou cette activité sur votre rapport de crédit. Et généralement, lorsque vous consultez votre rapport de crédit, où, n'est-ce pas, on affiche toutes les transactions financières, tout le prêt ou crédit que vous avez contracté, il y a, quand vous le faites en ligne, bien évidemment, il y a une option où on vous donne la possibilité de disputer cette opération que vous ne reconnaissez pas. Et ça vous prend peut-être 1 ou 2 minutes. Une fois que vous appuyez sur ces boutons-là, le système vous pose un certain nombre de questions. Et une fois que vous répondez à ces questions sont envoyées donc à cette lettre est envoyée à l'agence de crédit concernée. Et généralement, les agences de crédit ont 35 jours pour faire les investigations quant à ça. Et très souvent, ça se passe bien, ils corrigent ce qui est à corriger après cela et votre crédit revient à la position normale qu'il est censé avoir avant que cette transaction apparaisse sur votre rapport. Donc, c'est un souci, oui, je comprends, mais il y a pas... On n'a pas à s'inquiéter par rapport à cela parce que les agences de crédit s'en occupent et généralement, vous n'avez pas à dépenser un sou pour pouvoir disputer de pareilles transactions frauduleuses. Finalement, c'est une sorte de soulagement à tous les téléspectateurs, ceux-là qui nous ont posé des questions, qui étaient vraiment préoccupés par cela, parce qu'il y en a tellement qui ont été victimes et qui, bien heureusement, ils sont en train de vous suivre ce soir. Ils auront, comme ceci, la possibilité de savoir désormais la procédure à suivre, d'avoir des informations sur
comment pouvoir s'y prendre pour essayer de réparer le préjudice qui a été posé. Alors, quand on parle finance et on parle crédit, il y a une question qui nous vient généralement en tête, le système financier ici, il est plein de termes, il est plein de codes. Nous, on connaît pas grand-chose, mais il y a une chose qui attire souvent notre attention, c'est euh, il y a hard pull et Mhm. soft pull. Alors, Mhm. c'est quoi le hard pull et c'est quoi le soft pull? Alors, ça, c'est une très bonne question. Le hard pull ou alors hard inquiry, c'est c'est- c'est lorsque vous donnez l'autorisation à une banque ou une institution financière d'acquérir votre rapport de crédit dans le but d'analyser votre dossier pour l'obtention éventuelle d'un prêt. Parce que, comme je le dis, toute institution financière, lorsqu'ils veulent analyser un dossier, une demande de crédit, la première des choses, c'est qu'ils cherchent à savoir quel est votre credit score. Alors, lorsque vous donnez une institution l'autorisation de vérifier votre rapport dans le but de vous octroyer ou de vous donner un crédit ou un prêt, là, c'est ce qu'on appelle un hard pull. Et cela affecte malheureusement négativement votre crédit, peut-être de 3 à 10 points, mais très rapidement, cela est retiré de votre rapport. Alors, le soft pull, c'est cette demande qui n'affecte pas votre crédit. Et généralement, c'est lorsque une institution financière ou une société sollicite ton rapport de crédit auprès des agences de crédit dans le but de prendre connaissance de certaines informations sans nécessairement entrer dans les détails. Et généralement, c'est dans le but de vous proposer leurs produits et services parce qu'elles estiment que vous êtes un client potentiel. Donc, les institutions, les entreprises, les grands business, généralement, nous envoient des emails ou même nous envoient des mails pour nous solliciter à acheter leurs services ou produits. C'est sur base des éléments, sur base des informations qu'ils ont retirées dans notre rapport de crédit. Et ce genre de demande n'affecte pas notre crédit, notre score, et c'est pourquoi on les appelle de soft pull. Ah, ok, d'accord. Ouais. Forcément, aujourd'hui, au sortir de cette émission, on sortira grandi hein, avec une grosse éducation financière. Donc, les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, ils savent désormais, ils comprennent comment est-ce que le mécanisme financier ça marche. Monsieur Kaivayu, nous sommes en ce moment, nous sommes aux États-Unis. Nous vivons une période qui est assez tendu parce que tendu sur le plan de l'immigration. Nous savons tous que voilà l'administration précédente a rendu les procédures d'immigration plus ou moins compliquées pour les personnes qui venaient nouvellement s'installer dans le pays ou pour ceux qui étaient déjà dans le pays mais qui n'étaient pas encore régularisés. Et en ce moment, il y a une grosse discussion qui se passe au Sénat qui, dans le plan de réforme et dans le plan de réconciliation, voilà le terme qui est utilisé, le plan de réconciliation initié par l'administration Biden, ce plan prévoit dans l'une des clauses la régularisation de quelques millions de sans-papiers qui ont été des travailleurs essentiels aux États-Unis pendant la période Covid. On sait qu'aux États-Unis, quand on est sans-papier, on a tendance à penser que l'on n'existe pas. C'est la pensée populaire qui vit au sein des communautés. Et du coup, la question que je m'en vous poser aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui est sans papier, est-ce qu'il n'existe pas ou alors il y a des mécanismes qui existent dans ce pays à toute personne, même étant sans papier, de pouvoir construire son crédit? Ça, c'est une très bonne question. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de Évidemment. personnes qui sont là et puis, bon, voilà, leur statut n'est pas encore légalisé. Et c'est ça, en fait, une autre différence entre les États-Unis et les autres pays. Heureusement, ici aux États-Unis, vous pouvez ne pas être un résident légal,
Mais quand même, on vous donne une opportunité, une possibilité de pouvoir vous aussi bâtir votre crédit et même entreprendre, faire des affaires. Alors, quand on est sans papier, on a la possibilité d'obtenir un numéro qu'on appelle ITIN. Le ITIN, c'est donc ITIN, qui est un Individual Tax Identification Number, ou numéro d'identification fiscale individuelle. Alors, c'est un numéro, je dirais, c'est une alternative au numéro de sécurité sociale pour permettre aux sans-papiers et aussi aux étrangers qui ont des business ou des investissements immobiliers de payer leurs taxes. Alors, avec ce ITIN number, vous pouvez ouvrir un compte bancaire pour ensuite prendre une carte de crédit garantie, donc Secured Credit Card, avec une ligne de crédit d'un montant qui est égal à une somme que vous bloquez à la banque. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est question de confiance. Donc, du coup, la banque ne peut pas vous donner une carte de crédit si elle n'a pas confiance à vous. Et lorsque vous venez pour la première fois, et surtout quand vous présentez le numéro d'identification fiscale individuelle, pour dire que vous n'êtes pas un résident légal ici aux États-Unis, la banque ne va pas du coup vous faire confiance. Il va falloir que vous puissiez d'abord ouvrir d'abord un compte. Et une fois que vous avez un compte, la banque pourra vous donner une carte, mais cette carte doit avoir une contrepartie, c'est-à-dire doit avoir une caution, une garantie que vous déposez à la banque. Alors, vous commencez à utiliser la carte et progressivement, selon votre comportement, votre habitude de remboursement, la banque pourra vous faire confiance et du coup, peut-être augmenter votre plafond, c'est-à-dire votre ligne de crédit, et ne plus exiger que vous ayez une caution pour pouvoir continuer à utiliser cette carte de crédit. Alors, c'est ça, en fait, si vous voulez, la possibilité, la fenêtre qui est ouverte aux sans-papiers et aux étrangers de pouvoir, n'est-ce pas, se bâtir un crédit ici aux États-Unis, bien que n'ayant pas un numéro de sécurité sociale. Alors, avec ces numéros, vous pouvez aussi prendre une ou deux cartes de crédit ailleurs qu'à la banque. Vous savez, ici, il y a des magasins, des grands magasins qui offrent la possibilité d'obtenir un credit card qui vous permet aussi, n'est-ce pas, de bâtir votre crédit au fur et à mesure. Bien évidemment, les cartes de crédit qu'on obtient auprès de ces magasins coûtent beaucoup plus en termes de taux d'intérêt, mais pour un début, ça vous permet, n'est-ce pas, de commencer à bâtir progressivement votre crédit. Ouais. Alors, je ne sais pas vous suivre encore une fois, Jacques, désolé. Voilà. Et ouais, c'est les aléas du direct, mais bon, on est de retour. Donc, parlons de ces enseignes qui, à chaque fois que vous rentrez, ils sont sur le point de vous proposer une carte de crédit en disant prenez ci, prenez ça, si vous ne payez pas ci, si vous ne payez pas ça, vous passez 2 mois ou 3 mois sans payer, machin, le pourcentage ci, ça. C'est souvent une sorte de nébuleuse dans laquelle on ne se retrouve généralement pas. Alors, moi, aujourd'hui, demain, je me rends dans une banque, la banque qui est tout près de la maison, et l'on me propose une carte de crédit. Alors, c'est quoi les termes? C'est quoi les petits détails que je dois analyser afin de savoir si cette carte que l'on veut m'octroyer, si elle peut m'être avantageuse ou pas? C'est quoi les détails sur lesquels une personne ou tout individu devrait plus ou moins se focaliser afin de s'assurer que le chemin que l'on prend est un chemin qui n'est pas tortueux? D'accord, bonne question. Alors, lorsque une institution financière ou peut-être un magasin vous propose de prendre leur carte de crédit, je crois que la première question à se poser est de savoir est-ce que vous avez besoin
de cette carte de crédit. En fait, lorsqu'on prend une carte de crédit, lorsqu'on accepte, on signe un contrat d'une carte de crédit, il faut que cela puisse répondre à un besoin spécifique. Parce que la gestion d'une carte de crédit ou des cartes de crédit, parce qu'on peut en avoir plusieurs, exige une certaine discipline financière. Et du coup, si vous vous hasardez à accepter toutes les offres qu'on vous présente par les différentes institutions, par les différents magasins, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de cartes de crédit et donc avec une ligne de crédit qui peut aller dans les vingtaines, trentaines, voire même des 100 000 dollars. Et quand vous n'êtes pas discipliné, vous pouvez dépenser tout cet argent, oubliant qu'en fait, c'est un prêt. Et surtout, il ne faut pas oublier que les cartes de crédit ont souvent des intérêts plus élevés. Et du coup, quand vous avez beaucoup d'argent que vous devez à travers, n'est-ce pas, ces cartes de crédit, c'est beaucoup d'argent que vous allez chaque fois payer, chaque mois, en termes d'intérêt. Donc, il faut être prudent et savoir, se connaître d'abord, connaître sa situation financière. Et selon votre situation financière, vous pouvez vous décider, par exemple, le nombre de cartes que vous pouvez avoir. Vous pouvez vous dire, écoutez, je voudrais avoir peut-être 2, 3 ou 4 cartes avec peut-être une ligne de crédit qui va jusqu'à 10 000 ou jusqu'à 20 000. Comme ça, au moins là, vous êtes dans des proportions que vous pouvez peut-être contrôler, n'est-ce pas, selon votre situation personnelle. Alors, généralement, les cartes ont les mêmes conditions en termes de crédit. Bien évidemment que les cartes qui sont offertes par les banques, en termes de crédit, elles sont plus favorables que celles offertes par les magasins. Mais généralement, les conditions sont vraiment similaires et cette carte peut être bénéfique selon, n'est-ce pas, la discipline que vous, personnellement, vous avez. Mais si vous n'avez pas de discipline, ça peut être une occasion d'endettement et aussi avoir des conséquences néfastes, n'est-ce pas, sur votre crédibilité, donc sur votre score. Donc, il faut connaître sa situation, identifier ses besoins et selon ses besoins, savoir le nombre de cartes de crédit ou la ligne de crédit qu'on veut avoir sans trop exagérer ou sans trop s'endetter. À tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre en ce moment, vous êtes bel et bien sur Afrique Today, l'émission c'est Prime Actu. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur John Cabayou, qui est directeur chargé de crédit auprès de petites et moyennes entreprises dans l'entreprise Life Asset, entreprise basée à DC qui opère dans toute la zone du DMV et bien au-delà. Et ce soir, on est en train de parler crédit, on parle des avantages et des risques qui peuvent être liés à l'obtention de crédit. Et la question que je vais directement poser est celle-ci. En se rendant compte finalement que le crédit, ça exige une bonne hygiène financière, ça exige, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte afin de ne pas tomber dans certains pièges. Et du coup, avec toutes ces contraintes, on est tenté de se poser la question, est-ce que l'on peut vivre sans crédit aux États-Unis? Oui, très, très bonne question. Et la réponse est oui. On peut vivre sans carte de crédit ici aux États-Unis. Mais lorsque vous choisissez cette option de ne pas avoir de carte de crédit, il y a des conséquences. Les conséquences sont telles que vous n'avez pas de carte de crédit, donc vous n'avez pas une histoire avec les institutions financières. Et quand vous n'avez pas une histoire avec les institutions financières, du coup, vous êtes limité en termes de relations ou d'opérations financières que vous pouvez opérer, que vous pouvez réaliser avec ces institutions financières. Alors, je vais donner un exemple pratique.
lorsque vous voulez, par exemple, acheter une maison, tout dépend de là où vous êtes, mais ça peut aller dans les 300, 400, 500 000, 600 ou même plus. 500, 600 000 dollars ou même plus. Alors, vous trouvez que ça, c'est de l'argent qu'on ne peut pas trouver cash facilement, sauf quelques exceptions. Alors, si vous n'avez jamais établi votre crédibilité avec les institutions financières, donc vous devez savoir que jamais vous n'aurez la possibilité d'acheter une maison dans ce pays, parce que la grande majorité des personnes achètent leur maison en crédit. Et si vous décidez de vivre sans carte de crédit, et c'est que vous n'achèterez même pas une voiture en crédit, parce que pour acheter une voiture en crédit, là aussi, il faut avoir établi une certaine crédibilité. D'où l'expression, d'où le problème de credit report, ou de credit report dont vous parliez. Tout à fait. Oui, allez-y, désolé. Ouais. Ouais. Je voulais juste remettre les... Exactement. Ouais. Donc, le credit report est là, n'est-ce pas? Il présente votre historique avec les institutions financières ici aux États-Unis. Et lorsque vous n'avez jamais pris de carte de crédit, donc vous avez un credit report qui est vide. Et quand le credit report est vide, on ne sait pas sur quelle base vous évaluez. Vous voyez un peu. Alors, ça devient un peu compliqué, peut-être lorsqu'on pourra y arriver, mais ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on se trouve dans des conditions telles que, aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui, eux aussi, commencent à jeter un coup d'œil sur le credit report avant de pouvoir vous embaucher. Donc, du coup, vous pouvez vous retrouver, vous ratez votre boulot de rêve, votre carrière de rêve, tout simplement parce que vous n'avez pas établi votre crédibilité avec les systèmes financiers américains. Donc, je ne trouve vraiment pas de raison qui puisse justifier cette position-là de vivre sans carte de crédit dans un pays comme les États-Unis. À moins, bien sûr, il y a comme je le dis, lorsqu'on vient dans ce pays, il arrive des fois où on tombe entre les mauvaises mains, et du coup, vous n'avez pas de bonnes informations, et cela peut vous conduire parfois à prendre des décisions qui ne vous aident pas du tout à vous intégrer dans ce pays. Et tout ce que je toujours dis aux gens, c'est que, écoutez, c'est question de vous discipliner. Le système de crédit, c'est un système que le pays a mis en place et qui en fait, est avantageux, qui en fait nous aide d'une manière ou d'une autre, selon, bien sûr, la discipline que nous sommes appelés à nous imposer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a le risque avec ces cartes de crédit de pouvoir s'endetter, et quand on s'endette beaucoup et qu'on n'arrive pas à rembourser, cela peut vous affecter négativement, et cela influence carrément à votre situation générale, votre vie ici aux États-Unis. Du coup, merci pour ces éclaircissements. On va aller directement à l'une des parties. On a parlé de crédit, on a parlé de carte de crédit, et on a mentionné surtout cette partie où des gens ils contractent des crédits ou plus ou moins ce que l'on appelle des mauvais payeurs, ou ils n'ont pas une hygiène financière assez saine, et que cela, ça rentre dans leur credit report, et qu'ils se retrouvent à perdre leur emploi ou à s'exposer par rapport à certains employeurs qui n'arrivent pas à leur donner certaines positions, certains jobs par rapport au crédit ou par rapport à leur mauvais historique de crédit. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est si l'on a eu un nom sur une carte de crédit ou si c'est un compte joint et que, par exemple, mon épouse et moi, on a une carte de crédit tous les deux et que elle, de son côté, n'a peut-être pas, je prends un exemple assez banal, elle peut-être n'a pas une hygiène financière. Et du coup, le fait que nous soyons tous les deux sur cette carte ou sur ce compte de crédit, ça fait que moi aussi, je m'expose à une mauvaise hygiène financière par ces actions. Donc, c'est quoi la procédure? En gros, si je souhaitais, d'une certaine façon, ôter mon nom ou bien sortir de cette carte de crédit, si je peux le dire. C'est quoi la procédure? Est-ce que cela est possible? Et si oui,
comment et qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors, d'abord, je dois préciser que ça, ce sont de cas exceptionnels. Non, généralement, une carte de crédit est octroyée à un individu et c'est une responsabilité personnelle. Mais quand on est marié, on peut solliciter qu'on ait une carte avec les deux noms, les deux conjoints, c'est-à-dire vous et votre épouse, ou voilà, et cela vous permet, vous deux, de pouvoir utiliser cette même carte pour vos achats et autres transactions financières. Et cela vient avec justement la co-responsabilité, c'est-à-dire le comportement que vous affichez avec cette carte va aller dans vos rapports de crédit, vous deux. C'est-à-dire, si c'est d'une part l'épouse qui affiche un comportement euh, qui n'est pas sain, alors là, cela va aussi affecter le mari. Si c'est le mari qui affiche un comportement qui n'est pas sain, en fait, cela va aussi affecter son épouse. Et cela peut constituer une source de conflit. À moins que vous vous connaissez bien sur le plan financier, en tout cas, je crois que ce sont des pratiques à éviter. Alors, si vous arrivez à un niveau où vous vous rendez compte que, bien évidemment, ce n'était pas une bonne décision et que vous voulez vous retirer, ou alors vous voulez retirer votre conjoint, et oui, c'est possible. Il faut tout simplement contacter votre banque qui vous a donné cette carte et demander à ce que vous puissiez restructurer la carte. Vous puissiez restructurer le contrat. Et très souvent, ils vous diront que, bon, voilà, il faut carrément annuler le contrat et vous allez signer un nouveau contrat où vous serez seul. Et du coup, vous aurez enlevé ou ôté le nom de l'autre personne sur ces contrats-là. Donc, c'est très important avant de prendre une pareille décision de pouvoir vous connaître financièrement et prendre cet engagement d'utiliser cette carte en bon escient, parce que ça peut être une source de conflit, une source de problème. Et parlant de sources de problèmes, dans la communauté, on en connaît qui ont dû repartir au point de départ, qui sont passés d'une vie paisible dans laquelle ils vivaient de par le passé. Ils sont passés par un très long cauchemar et cela dû à une très mauvaise utilisation ou un très mauvais historique de crédit qu'ils ont eu auprès des institutions financières. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés au point de départ. Ils ont envie de réessayer un nouveau départ, de retenter une nouvelle aventure. Et ils se posent la question fatidique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart ce crédit, ce mauvais crédit que l'on avait déjà, ou bien est-ce qu'on essaye de faire peau neuve et de se relancer comme si de rien n'était? Qu'est-ce que vous diriez à cela? Ah oui, à cela, je dois dire d'abord qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était, parce qu'il y avait quelque chose. Donc, il faut d'abord passer par la réparation et puis, n'est-ce pas, repartir sur une nouvelle base. Alors, les systèmes offrent les possibilités, bien évidemment, ils vous donnent la possibilité de pouvoir vous refaire en termes financiers. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'organisations qui opèrent dans cet espace de credit repair, donc réparation de crédit, que vous pouvez contacter pour pouvoir vous donner des conseils pratiques et étudier votre rapport de crédit pour voir exactement ce qui ne va pas et vous proposer un plan de réparation de votre crédit et bien évidemment vous aider aussi à répartir de nouveau. Alors, généralement, ce sont
des services qui sont gratuits. Il y a des organisations sans but lucratif qui reçoivent des financements pour pouvoir aider des personnes qui veulent, n'est-ce pas, se rattraper par rapport à leur crédit. Et si on vous charge quelque chose, généralement, ce n'est pas beaucoup d'argent qu'on va vous charger pour vous donner, vous aider à pouvoir, n'est-ce pas, vous relancer financièrement. Donc, c'est ces possibilités sont là. Et il y a certaines personnes qui se trouvent dans ces conditions. Vous aviez contracté de crédit et du coup, vous ne remboursez pas, vous vous trouvez avec des scores vraiment lamentables. Vous pouvez toujours vous rattraper, une fois que vous êtes prêt à vous relancer, et les services sont là pour vous aider quant à cela. Et si vous avez des problèmes pareils, n'hésitez même pas à nous contacter. Nous pouvons vous orienter dans les bons sens pour que vous puissiez, n'est-ce pas, réparer ce qu'il y a à réparer et répartir sur une nouvelle base financière. Et parlant de vous contacter, M. Cavayou, définitivement, vous êtes cette personne ressource envers qui il faut automatiquement que ces communautés puissent se référer. Parce que là, il y en a qui, dans le chat, dans le train du direct, ils envoient la question, c'est quoi le credit counseling? À quel moment, ou bien quel est le moment idéal pour pouvoir recourir au credit counseling? Et pour ceux qui nous regardent, qui sont dans le comté de Montgomery, est-ce qu'il y a des agences ou est-ce qu'il y a des personnes ressources envers qui on peut se tourner si l'on a besoin d'un credit counseling? Alors, très bonne question. Le counseling consiste à recourir au service des experts pour vous aider à résoudre votre problème lié au crédit dans ces contextes précis. Donc, il peut y avoir d'autres counseling pour le problème du foyer. C'est selon le problème. Mais en fait, dans les contextes ici, c'est lorsque vous recourez au service des experts pour pouvoir résoudre votre problème de crédit. Alors, c'est à chaque personne, en fait, d'évaluer s'il a besoin de ces genres de services quand il ne sait pas le résoudre lui-même. En fait, je crois qu'il y a d'autres problèmes liés au crédit que nous pouvons résoudre nous-mêmes. Question de prendre l'engagement et généralement, les institutions financières sont disposées à travailler avec nous. C'est-à-dire, si votre situation financière est telle que vous ne savez plus payer votre mensualité de $200, les institutions financières sont disposées à travailler avec vous pour restructurer votre prêt de manière à ce que vous pouvez payer peut-être la moitié de cela ou même un quart de ces montants selon, n'est-ce pas, votre situation financière. Mais si vous avez un problème beaucoup plus compliqué où vous avez peut-être vous aviez acheté des maisons qui sont tombées dans les foreclosures, où vous aviez contracté de crédits véhicules que vous n'aviez pas pu rembourser. Donc, une situation tellement compliquée, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être vous encourager de travailler avec des agences spécialisées pour avoir le counseling, où on va vous aider, n'est-ce pas, à peut-être aussi vous donner une sorte d'éducation financière pour vous permettre, pour vous aider à ne plus tomber dans ces mêmes erreurs et vous aider à apprendre, n'est-ce pas, à prendre de bonnes décisions financières. C'est peut-être dans ces conditions-là qu'on peut recourir au counseling. Mais si ce sont de petits problèmes ici et là et que soi-même on peut facilement se discipliner et puis résoudre ce problème, on n'a pas nécessairement besoin de recourir au service de counseling. Yeah. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous savez désormais vers qui aller si vous rencontrez des problèmes avec votre crédit ou même si vous ne rencontrez pas de problème et que vous aimeriez avoir ample information sur comment s'y prendre, sur quelle est la bonne procédure pour pouvoir avoir un crédit, pour pouvoir consolider son crédit et pour ne pas avoir un mauvais rapport de crédit. Vous savez vers qui aller. L'entreprise, c'est Live Asset et le directeur chargé de crédit auprès de petites et moyennes entreprises, il est avec nous aujourd'hui. C'est John Kaviavou.
qui est très impliqué dans le monde de l'économie. Donc, je vais peut-être me tourner du côté de la régie. Euh, Est-ce que... Non, on va continuer. Donc, Monsieur John Kaviavou, aujourd'hui, en ce moment, on est pratiquement tiré à la fin de l'émission, à la fin du temps qui nous était imparti. C'était un super plaisir pour nous de vous recevoir. Bien évidemment, vous êtes, comme je suis, sur Afrique Today, qui est le meilleur de la télé digitale, tout simplement. Et l'émission, c'est Prime Actu DMV, l'émission qui met le plein phare sur tous les acteurs de la diaspora africaine qui font bouger les États-Unis. On est à la fin de l'émission et je vais vous dire le mot de la fin. Monsieur Kaviavou. Merci. C'était vraiment un plaisir de partager ces moments ensemble avec vous et partager ces conseils avec les téléspectateurs de Afrique Today. Alors, le mot de la fin, c'est de dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui auront à nous écouter en différé, c'est que une fois que vous êtes aux États-Unis, il faut commencer à travailler sur votre crédit. Et comme je le dis tantôt, le crédit, c'est en fait l'unité de mesure de votre santé financière dans ce pays. Et lorsque vous ne vous mettez pas à bâtir votre crédit, vous aurez des difficultés à vous intégrer, surtout en termes financiers. Donc, les systèmes doivent vous connaître, les systèmes doivent vous évaluer. Et comme vous le savez, nous qui avons eu la chance de venir ici aux États-Unis, nous devons avouer que c'est une bénédiction. Et les gens, nos familles attendent beaucoup de nous. Et donc, pour réussir dans ce pays, c'est aussi bâtir un beau crédit. Si vous n'arrivez pas à vous bâtir un beau crédit, c'est que vous serez toujours limité et vous ne saurez pas évoluer dans beaucoup d'aspects. Alors, tenez bien, si vous avez besoin des conseils par rapport à cela, si vous avez besoin d'une assistance quelconque par rapport au processus d'obtention de carte de crédit ou par rapport au processus de bâtir votre crédibilité, de bâtir votre crédit, n'hésitez pas donc à nous contacter. C'est notre plaisir de pouvoir aider les gens qui ont les soucis, n'est-ce pas, d'établir leur crédibilité dans ce pays parce que, écoutez, sans crédit, on ne sait pas faire grand-chose en termes financiers. Donc, il est très, très important que vous puissiez avoir une très bonne santé financière et cela est possible. Tout est question de discipline. Merci donc de nous avoir suivis et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Peut-être que nous aurons d'autres occasions de pouvoir échanger avec vous, peut-être sur d'autres sujets. Donc, le message est clair. Voilà, le message est clair. Avoir un crédit, c'est bien. Avoir un bon crédit, avoir une bonne santé financière, c'est encore bien. Mais avoir un spécialiste qui vous en parle et qui vous suit dans la procédure, c'est encore mieux. Ce soir, à la production, on avait Alain Pierre, à la coproduction Clara Ekeke, à la présentation Jean-Jules Gacko. L'invité John Kaviavou, directeur chargé des crédits auprès des petites et moyennes entreprises, auprès de l'entreprise Life Asset. C'est un plaisir comme ça, mesdames et messieurs, d'être avec vous ce soir. Le contact de notre invité, il sera posté sur le site, vous aurez accès et vous pourrez à tout moment le contacter. Merci encore à la régie, merci à tous ceux grâce à qui l'émission d'aujourd'hui a pu être réalisée. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité et restez scotchés sur Afrique Today. Merci.